Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Elisabeth Martichoux. Et merci d'être ce matin sur LCI alors que démarre à l'instant même, je pense au Sénat, votre maison, l'audition par la délégation parlementaire de Christophe Castaner. Suivront deux autres rendez-vous pour d'ailleurs le ministre de l'Intérieur cet après-midi à l'Assemblée et à nouveau au Sénat avec la commission des lois jeudi. Quelle est la première question que vous lui poseriez si vous étiez ce matin en face de lui, Bruno Retailleau? Écoutez, je lui dirais, monsieur le ministre de l'Intérieur, cet attentat aurait pu, contrairement aux autres sans doute, il aurait pu être évité. Il est très grave parce que c'est un terroriste qui a agi au sein d'un service antiterroriste. Il y a eu non pas des dysfonctionnements, mais des failles. Pensez-vous que des enquêtes administratives puissent suffire pour traiter ce problème? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une responsabilité de lampiste simplement? Je me souviens que pour les deux femmes assassinées à Marseille, gare Saint-Charles, un préfet avait été d'ailleurs injustement limogé. Monsieur le Premier ministre, sommes-nous, monsieur le ministre de l'Intérieur, il n'est pas encore Premier ministre, heureusement, pouvez-vous nous dire si vous pouvez vous satisfaire de ce que demain des lampistes pourraient payer? Vous dites, prenez vos responsabilités, si j'entends bien, monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, ne faites pas payer les lampistes, vous-même, posez-vous des questions sur votre maintien? Bien sûr. C'est ça que vous dites. Bien vous sûr, ne réclamez pas sa démission, vous dites, vous devriez prendre vos responsabilités. Très franchement, cette routine que les oppositions ont à demander systématiquement des démissions, à un moment ou à un autre, ça affaiblit le message. Moi, je pense que ça le concerne, lui, comme responsable public. Je pense que ça concerne surtout le président de la République. Christophe Castaner est à sa place parce que le président de la République l'a bien voulu. Il avait d'ailleurs mis 15 jours à le nommer. Il aurait dû peut-être attendre encore un peu. Oui, donc c'est très clair. Vous lui dites, prenez vos responsabilités. Si j'étais à votre place, peut-être un peu facile d'ailleurs, parce que tout ministre de l'Intérieur dans cette situation, Bruno Retailleau, serait fragilisé comme il l'est. Et est-ce que lui et même les services de l'État peuvent surveiller tous les individus, les individus susceptibles d'être dans un service stratégique, dans un service qui a pour mission la recherche du renseignement pour la lutte antiterroriste contre l'islamisme radical, bien sûr, d'autant plus que, contrairement à ce que Christophe Castaner a trop rapidement indiqué, le terroriste avait fait l'objet d'alertes sérieuses, puisqu'il avait déclaré après l'attentat de Charlie Hebdo que c'était bien fait. C'est passible, en réalité, d'une sanction. C'est un délit, l'apologie du terrorisme. Donc je dis que oui, cet attentat aurait pu être évité, mais par ses conséquences, il est particulièrement grave. Nous savons désormais que sur une clé USB se trouvaient des dizaines et des dizaines d'adresses de policiers. Peut-être même, d'ailleurs, cet individu avait-il accès à des informations qui concernaient la lutte antiterroriste, par exemple des personnes, des terroristes potentiels visés. Non, c'est très grave parce que c'est la sûreté, c'est la sécurité de l'État. Oui. Je suis étonné d'ailleurs, très franchement, que Emmanuel Macron est attendu pratiquement une semaine. Il va s'exprimer, bien sûr. J'y serai dans quelques heures dans la cour de la préfecture de police. Mais attendre, au cours de l'hommage qui sera rendu. Bien sûr, mais attendre pour une affaire qui est une affaire qui touche vraiment à la sécurité de l'État. Et je pense que tous les Français attendent son expression. Lui qui, d'habitude... En quoi cela aurait-il été utile, Bruno Retailleau, qu'Emmanuel Macron se précipite pour s'adresser aux Français? Je ne lui demande pas de se précipiter. Je pense que la faute de Christophe Castaner, c'était de céder justement à cette communication qui va trop vite et qui vous attache au piquet de l'instant. Mais entre faire ce que fait M. Castaner, se précipiter et attendre une semaine, très franchement, il y a une mesure, d'autant plus que, en général, Emmanuel Macron n'est pas avare de sa parole. Il intervient partout, il s'exprime sur tout, sauf sur un point capital, sauf sur un point... J'écoutais... Vous disiez, pardon, dites-moi. Vous pouvez être convaincu de contradiction, vous disiez, il n'a pas parlé de Rouen, sur Rouen, la semaine dernière, après évidemment l'explosion dramatique de Lubrizol, il devrait parler. Donc il n'est pas partout. Et serait-il partout? Peut-être que vous lui le reprocheriez d'être absolument de sauter comme un marsupilami sur tous les faits d'actualité. Dans les grandes catastrophes, je suis désolé, moi j'ai vécu deux catastrophes, notamment la dernière en Vendée, c'était il y a 10 ans pratiquement, c'est Xynthia.
Ouais. 29 morts. Bah, je me souviens du déplacement de Nicolas Sarkozy. Et ce sont des déplacements, certes, qui sont symboliques. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Mais ça témoigne pour les victimes, pour leurs familles, du soin que prend l'État pour eux. Voilà. Et je pense que là encore, c'est le cœur du cœur de l'État. Le poison islamiste s'est donc infiltré dans l'appareil d'État. Petite parenthèse d'ailleurs, une question qui n'est pas encore tellement apparue, mais je vous la pose ce matin. Par rapport à ce poison djihadiste, une formule qu'a pris François Fillon d'ailleurs hier dans un tweet, il s'est exprimé exceptionnellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les porte-voix du monde musulman réagissent davantage? Est-ce que pour lutter contre la propagande, est-ce que vous souhaitez qu'ils le fassent? Et pourquoi ne le font-ils pas, à votre avis, en France, quand il y a un événement aussi dramatique? J'ai vu une déclaration du CFCM, donc on ne peut pas dire qu'ils ne le font pas du tout. Simplement, moi je considère qu'il y a deux voies. Ceux qui veulent organiser l'islam de France en touchant à la loi 1905, ça a été à l'origine une des intentions d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a, et j'espère, renoncé. Je pense que ce n'est pas à la République de s'adapter à l'islam. C'est l'inverse, c'est aux religions de s'adapter à la République. Et je pense que la question, c'est dans l'islam qu'elle se pose. C'est dans l'islam. Je ne confonds pas. Je sais très bien que tous les musulmans ne sont pas des islamistes, mais tous les islamistes pratiquent une forme d'islam radical. Et je pense que les grandes voies de l'islam... continuons la transitivité. Malek Chebel a dit un jour, c'est terrible, l'islam de nos grands-parents a perdu. Eh bien non. Cet islam-là ne doit pas perdre. Faut-il aller, Bruno Retailleau, revenons aux solutions, aux réponses qui sont attendues après cet attentat, jusqu'à révoquer les fonctionnaires qui se radicalisent? Oui, bien sûr. Il faut les écarter, assurément. Mais tout radicalisé est un potentiel terroriste? Oui, bien sûr. Tout, un radicalisé peut être dans les services publics, un intégriste religieux. J'écoutais, je vais essayer de me faire comprendre, j'écoutais ce matin un chroniqueur dans une matinale qui indiquait que le président de la République avait commandé à son entourage un discours qu'il va prononcer à la préfecture de police, un discours d'hommage sur la tonalité d'un discours de Clémenceau en 1917. Quel est ce discours de Clémenceau vendéen de 1917? Grand ministre de l'Intérieur. Je fais la guerre. Du début du... À l'extérieur, je fais la guerre. À l'intérieur, je fais la guerre. Nous faisons la guerre contre le terrorisme islamiste à l'extérieur. Au Sahel, il y a eu 29 soldats français morts. Fait-on la guerre, évidemment avec d'autres moyens que l'armée, mais fait-on la guerre sur le plan intérieur? Non, je pense qu'on n'a pas pris toute la mesure des choses. Mais où mettre le curseur, Bruno Retailleau? Où mettre le curseur? À quel moment on décide qu'un individu, fonctionnaire de l'État, est suffisamment radicalisé pour que, effectivement, il soit mis au banc de la fonction publique? Quand un fonctionnaire, notamment un fonctionnaire qui agit dans un cadre de la sécurité de l'État, fait l'apologie du terrorisme, on ne se pose pas de questions. Quand un fonctionnaire pratique un islam salafiste, se rend dans une mosquée, a des contacts réguliers avec des imams qui sont d'obédience fréro-salafiste, ce sont des indices. Et ces indices, je pense qu'il faut être implacable, parce qu'on doit se défendre. On doit faire cette guerre sur notre territoire, avec les moyens de droit qui sont les nôtres, bien évidemment. Nous sommes un État de droit. Mais justement, pour que nous soyons un État de droit, il faut que la loi républicaine soit au-dessus de la charia. Est-ce que vous avez vu ce chiffre qui était donné par Jérôme Fourquet, juste après d'ailleurs, 2 ans après, l'étude de l'Institut Montaigne? 27% de nos compatriotes musulmans placent la charia au-dessus de la loi de la République. C'est terrifiant. Donc il y a, si j'ose dire, un double phénomène. Le djihadisme qui nous paralyse, qui nous tétanise par sa violence, et il y a une forme d'analysation, d'islamisation sur des territoires de la République, qui est la fabrique de ces djihadistes. Et il faut lutter contre l'un et contre l'autre. Par exemple, sur la burqa, moi je propose qu'on passe d'un système de contravention à un système de délit. Et je pense que pour les multirécidivistes, on doit les priver d'aide sociale. C'est-à-dire que les femmes qui portent la burqa dans les banlieues, et effectivement, notamment de l'Île-de-France, absolument. Et elles sont passibles de délit et pas seulement d'amende. Vous savez que déjà l'amende n'est pas appliquée. Elles sont passibles, absolument. C'est pour ça que je propose d'en faire un délit. Je propose aussi, lorsqu'il y a récidive, de supprimer les aides sociales. Supprimer les aides sociales passibles de prison? Une femme en burqa pour un vêtement? En tout cas, ça doit être un délit. On doit être implacable.
Exactement. Je propose par ailleurs qu'on mobilise la législation contre les sectes, parce que je pense que le salafisme a quelque chose à voir, notamment lorsqu'il influence des esprits faibles. On a une législation qui est très forte. Hein. Alors, je vais vous faire sursauter. Je vais vous faire sursauter. Ça va jusqu'à 3 ans de prison. Ça va jusqu'à 375 000 euros d'amende. Mais si on ne fait pas ça, et bien d'autres choses aussi, nous perdrons cette bataille. Et moi, je ne veux pas la perdre pour mes enfants. D'accord, donc vous condamnez ce courant de pensée dans l'islam dont certains disent qu'il n'est pas forcément d'ailleurs porté sur la violence. Vous le condamnez, vous fermez les mosquées salafistes. Je ferme les mosquées. Depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'adoption de la loi sur le terrorisme, il n'y a eu que 15 mosquées qui ont été fermées. On sait qu'il y a à peu près 200 mosquées salafistes. Je propose qu'on change la loi parce que quand on a quitté l'état d'urgence, on s'est un peu affaibli en matière de fermeture de mosquées. Je pense qu'il faut rehausser, là aussi, cette exigence. Oui ou non, voulons-nous lutter contre ce phénomène? Ils nous font la guerre. Oui ou non? Est-ce que le gouvernement, selon vous, oui ou non, veut-il lutter contre... Il y a une énorme ambiguïté. Il faut qu'Emmanuel Macron y réponde. Il y a une ambiguïté concernant la question de la laïcité. Ça fait bientôt 3 ans, vous savez qu'on attend le grand discours sur la laïcité. Moi, je l'attends toujours. Il hésite. J'espère qu'il ne changera pas, qu'il ne touchera pas. Il a prononcé un discours devant les Bernardins il y a quelques temps. Mais ce n'était pas un discours sur la laïcité. Pas du tout, au contraire d'ailleurs, je pense. C'est une fausse conception qu'il a exprimée de la laïcité. Il est ambigu ? Bien sûr, il est ambigu. Il est ambigu. Il l'était comme candidat. Je me souviens, il avait eu, vous vous souvenez, un référent En Marche qui était convaincu d'une forme de radicalisation. Il avait dit, c'est quelqu'un de bien. Bon, il l'a fait après. Je me souviens du discours de Marseille. Il arrive, un de ses grands meetings, il s'adresse aux Français en disant « Je vois des Algériens, des Marocains ». Non, non. Quelle que soit leur origine, les Français sont des citoyens français. Est-ce que toutes les mesures que vous proposez là, est-ce que Christophe Castaner est l'homme de la situation ? Moi, je pense que non. Non, je pense que non, parce que c'est un récidiviste. Il y a quelques mois, pendant les histoires des Gilets jaunes, il y a déjà eu un dérapage. Il avait accusé, vous savez, des Gilets jaunes d'avoir attaqué un hôpital, la Pitié-Salpêtrière. Voilà, à Rouen. Il avait parlé trop vite. C'est pour ça, il a récidivé, il parle trop vite. Je pense que l'autorité de l'État, pour un ministre de l'Intérieur, c'est d'abord la maîtrise de sa propre parole. Pourquoi est-il maintenu ? Pourquoi Édouard Philippe a-t-il dit Parce qu'il est très proche d'Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron veut avoir un ministre... Oui, sans doute. Mais tout le problème, c'est que tout ça revient de toute façon dans la République macronienne actuelle vers Jupiter. C'est Jupiter qui commande. Donc c'est pour ça que je ne demande pas la démission de M. Castaner. J'attends du président de la République un discours de fermeté, mais j'attends qu'il dépasse les mots et même les débats comme celui qui a eu lieu hier à l'Assemblée, sur l'immigration, qui ne sert à rien. J'entends que le président de la République prenne avec courage des mesures contre, on parlera si vous voulez de l'immigration, mais contre la radicalisation. Elisabeth Badinter a eu justement raison lorsqu'elle dit que une seconde société tente de s'imposer dans la République avec des visées séparatistes, voire sécessionnistes. Elle a parfaitement raison. Si on ne prend pas... Vous savez, finalement, les lois, l'arsenal juridique, policier, on l'a, plus ou moins on l'a, je propose des ajustements, mais ce qui manque, c'est le courage. Ce qui manque, c'est de prendre la mesure des choses. Ce qui manque, je discutais avec une de mes sénatrices, elle a été maire d'une commune pas très loin d'ici, de 20 000 habitants, et elle me disait, mais on a capitulé. Elle me dit un jour, je fais une exposition, il y avait une femme de dos, son dos était nu. Eh bien, l'inspectrice de l'Éducation nationale lui a demandé de couvrir cette photo qui pouvait choquer des enfants. Vous vous rendez compte ? Au point où on est en train de capituler. On est dans le déni. Capitulation, déni, ambiguïté. À propos de l'immigration, vous en parliez à l'instant, débat à l'Assemblée nationale, débat au Sénat jeudi, vous serez le premier orateur d'ailleurs, je crois. Demain, après l'expression du Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il a voulu ce débat, à votre avis, le Président ? Parce qu'il y a tout juste un an, la loi Asile-Immigration a été promulguée. C'est très court, hein, une loi, et c'était au mois de septembre. Donc 1 an. Et au bout d'1 an, on a constaté l'échec. Il a constaté son propre échec, Emmanuel Macron, et ça a échappé à beaucoup d'observateurs. Et donc, devant les ambassadeurs. Devant les ambassadeurs. Oui, devant la conférence des ambassadeurs. Exactement. Il a dit, voilà, on est devenu le premier pays européen de rebond pour les déboutés du droit d'asile. On en a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de débats là-dessus sur LCI. Bon, c'est bien, il a constaté l'échec et il veut le réparer.
Et d'ailleurs, hier, Agnès Buzyn à l'Assemblée a défendu le principe de l'aide médicale d'État tout en souhaitant une petite réforme. On en écoute et on se retrouve après. Voulons éviter que des personnes utilisent le vecteur de la demande d'asile dans le seul but d'obtenir la prise en charge de soins qui peuvent être réalisés dans leur pays. Un délai de carence pendant lequel nous prendrions évidemment en charge les soins urgents pourrait se concevoir. Ce délai de carence de 3 mois existe d'ailleurs déjà pour les Français qui rentrent de l'étranger sans activité professionnelle. Les allocations AME et également CMU qui sont respectivement accordées aux clandestins pour le premier, aux demandeurs d'asile pour le second, il y aura des critères plus restrictifs. Bonne réponse, bravo Madame Buzyn, la ministre de la Santé. Mais je l'attends au pied du mur, puisque chaque année, le Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances, nous proposons une transformation, non pas la suppression de l'AME. Nous proposons de la transformer en aide médicale d'urgence, avec un panier de soins qui soit resserré. Chaque année, le gouvernement Elle a dit qu'elle allait lutter contre les abus et les fraudes. Est-ce que ça vous va, oui ou non ? Ça ne me va pas, les mots ne me vont pas, parce que la politique de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, c'est de faire semblant. C'est de faire semblant. On semble faire, mais je jugerai l'arbre à ses fruits. Simplement, comment vous expliquez, pour les Afghans par exemple, que le taux de protection en France c'est 83%, donc ils obtiennent l'asile très facilement, en Allemagne c'est 3%. Voilà. Il y a une singularité française que Didier Lesky explique très bien dans un ouvrage publié à la Fondapol il y a 1 an. J'avais été sans doute le seul à le lire à l'époque, et qui dit tout. Il dit tout. Encore un petit mot, Bruno Retailleau. Édouard Philippe, hier, devant l'Assemblée, a évoqué la théorie du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est du complotisme, a-t-il dit, et ça n'est pas à la mesure de l'idée qu'on se fait de la France. Pour vous, cette théorie du grand remplacement, c'est du complotisme ou c'est une réalité et même une menace? Ou plutôt une menace et même une réalité? Non, ça fait partie des expressions qui visent à transformer la figure de l'émigré en bouc émissaire. Donc vous n'êtes pas sur cette ligne. Je pense que si on ne veut pas encourager ce type de complotisme, il faut traiter les choses de façon démocratique. C'est pour ça que je suis pour le vote chaque année au Parlement de plafond d'immigration. Marcel Gauchet l'a très bien dit, vous savez. Des quotas. L'immigration. Des quotas. L'immigration de masse par métier, etc. L'immigration de masse est sans doute le phénomène qui a le plus profondément bouleversé nos sociétés. Or, on a tenu le peuple, la délibération démocratique, à l'écart de ce phénomène de transformation. Et là où je rejoins Emmanuel Macron, lorsqu'il dit il y a 2 conceptions finalement, ceux du haut qui ont les moyens de se protéger des effets de l'immigration par des stratégies d'évitement résidentiel, d'évitement scolaire. Et puis il y a le peuple qui n'a pas les moyens de se constituer. Il est bon dans le Bien sûr, il est bon. Bien sûr, il est bon. Un petit mot. J'attends plus qu'un constat, j'attends encore une fois des actes. Et j'en ai pas vu beaucoup hier, hein, j'en ai pas entendu beaucoup. Juste avant qu'on se quitte, vous avez un point commun avec Xavier Bertrand. Dites-moi. Votre ancien collègue de LR, aujourd'hui président des Hauts-de-France. C'est un ami, alors. Vous y pensez aussi? Oui, s'il y pense, il y a encore plus que moi, non? Non, je ne sais pas. À la présidentielle de 2020. Je l'ai écouté, il y pense beaucoup. Et vous? On vous a écouté, vous avez dit aussi j'y pense, je réfléchis. J'ai simplement indiqué que si mes convictions sont portées, je me rallierai vers celle ou celui qui les portera. Si elles ne le sont pas portées, je m'interrogerai sérieusement. Oui, alors vous ne pensez pas, depuis que vous êtes tout petit ou tous les matins en vous rasant, c'est quoi votre détermination? Après tout, quand on veut accéder au siège suprême dans la République française, il faut quand même un degré de détermination, on le sait, exceptionnel. Quel est le vôtre? Eh bien, je pense que l'envie ne peut pas être une détermination. La vraie détermination en politique, parce que c'est l'honneur de la politique, ce sont les convictions. Ou mes convictions, parce que je sens les moyens qui permettraient à la France de se relever, parce que c'est un pays qui a énormément d'atouts. Je pense qu'Emmanuel Macron n'aura pas du tout de résultats, parce qu'encore une fois, il semble faire, mais il fait semblant. Et je crois que de ce point de vue-là, ou bien ces idées seront portées, ce projet sera porté, ou bien je le porterai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, dis donc, quel enthousiasme. On verra dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir été ce matin sur LCI.